Ce soir, on va donc très largement s'arrêter sur cette double attaque meurtrière survenue hier en Norvège. Le bilan est d'au moins 92 morts. Comment expliquer un tel drame? Qui se cache derrière cette tuerie? Beaucoup de questions, mais d'abord, les faits. La Norvège frappée donc en son cœur. Une explosion en plein centre d'Oslo, suivie d'une fusillade sur une île plus au sud. Un homme, 7 hommes, a tué de sang-froid 85 personnes. Il a été arrêté et inculpé. Les faits et le récit, signé Hakim Abdelkalek. Sur les rivages de l'île, des corps inanimés. Sans doute abattus quelques instants plus tôt par le tireur. Peut-être cet homme, filmé par la caméra d'un hélicoptère. Pendant près d'1h30, le tireur a traqué et achevé ses cibles. Des dizaines d'adolescents de 14 à 18 ans abattus froidement. Les secouristes ramènent un par un les victimes et les rescapés. Des jeunes ensanglantés. Certains corps sont sans vie. Il est 17h hier soir, l'île d'Utøya bascule dans l'horreur. Beaucoup se jettent à l'eau pour tenter d'échapper à la fusillade qui fera au moins 85 morts. Pour fuir le carnage, certains nagent au large, des centaines de mètres. Eux sont encore vivants. D'autres se cachent derrière les rochers. Ici à gauche de l'image, une silhouette. Elle tend le bras pour attirer les secours. Sur le bord de la route, des dizaines de rescapés. Les 85 victimes participaient à un rassemblement de jeunes du Parti travailliste. Elles sont tombées sous les balles d'un homme qui se présentait comme policier. Il était habillé en policier et tentait d'agir comme s'il était là pour nous aider. Selon les témoins, le suspect a tiré de manière froide et méthodique après avoir attiré les jeunes dans un local. J'ai entendu un tir passer juste à côté de ma tête. Je l'entends encore détonner à l'intérieur. Puis je suis tombé et j'ai rampé jusqu'au rocher. On s'est caché dans l'eau. À quelques mètres de nous, on a vu une fille allongée en sous-vêtements. Elle était morte. À 19h, 120 minutes après le début de la fusillade, les commandos de la police norvégienne débarquent. Le tireur est enfin neutralisé. Il est également suspecté d'être à l'origine de l'attentat survenu quelques heures plus tôt, à 30 km de là, en plein cœur d'Oslo, au pied des immeubles qui abritent le Premier ministre et le ministère des Finances. Il est 15h25 quand une voiture piégée explose. 7 morts, une dizaine de blessés graves. Sur des centaines de mètres, les vitres sont soufflées. Les débris jonchent le sol. Allô? Eh oh! Eh oh! Allô? Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? Avec 92 morts, la Norvège vit ce soir la page la plus sombre de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Bonsoir Stéphanie Pérez, on vous retrouve en direct d'Utøya, l'île où s'est déroulée cette tuerie qui a donc coûté la vie à 85 personnes. Un terrible bilan qui pourrait encore s'alourdir et qui s'explique en partie par la configuration des lieux. Oui, vous l'avez dit, 85 victimes au moins sur cette île d'Utøya qui se trouve au milieu du lac derrière moi. Cette petite île, eh bien, on ne la voit pas depuis le rivage où je me trouve. Elle est très isolée et c'est ce qui explique pourquoi le tireur a pu agir seul pendant près de 2 heures. En fait, les jeunes victimes ont été prises au piège parce qu'il y a très peu de maisons aux alentours. Pendant très longtemps, quand elles ont crié à l'aide, eh bien, leurs cris ont résonné dans le vide. Quand enfin elles ont pu être entendues, eh bien, les quelques riverains qui ont essayé de venir les secourir en bateau ont à leur tour été pris pour cible. Tout était donc réuni pour créer un huis clos tragique pour que cette petite île, selon les propres termes du Premier ministre norvégien, pour que cette petite île se transforme en enfer. Et ce soir, justement, on en sait plus sur le profil de l'auteur présumé de ces attaques. Il a été interpellé et incarcéré. Il s'agit d'un homme, âgé de 32 ans, qui serait, selon les enquêteurs, proche des milieux d'extrême droite, un amateur de chasse et de jeux vidéo, portrait signé Amira Swellem. Anders Behring Breivik, 32 ans, le responsable présumé des 2 attaques d'hier en Norvège, décrit par les témoins comme un tueur froid et méthodique. Il tirait sur tout le monde sans réfléchir. Je pense qu'il avait des problèmes.
Quelques heures après la fusillade, la police perquisitionne son domicile et fouille la ferme qui lui appartient. Une activité qui lui aurait permis d'acheter 6 tonnes d'engrais en mai dernier. Des engrais qui peuvent entrer dans la fabrication d'une bombe. Mais qui est vraiment Anesh Bering Breivik, un sympathisant d'extrême droite qui poste régulièrement des commentaires sur ce forum et s'érige contre le nombre grandissant de musulmans en Europe. Pouvez-vous me mentionner un seul pays dans lequel le multiculturalisme a été une réussite quand il englobe l'islam ? Anesh Bering Breivik a d'ailleurs été membre du FRP, un parti d'extrême droite norvégien, parti qu'il a quitté en 2006 pour des raisons encore inconnues. On m'a appris tout à l'heure que cet homme a fait partie de la section jeune de notre parti et qu'il a mis fin à son adhésion il y a déjà quelques années. On ne sait pas grand-chose de lui, il n'a pas spécialement attiré l'attention quand il était dans nos rangs. Quelques jours avant la tuerie, le suspect postait ce message sur son profil Twitter. Une personne avec une croyance a autant de force que 100 000 personnes qui n'ont que des intérêts. Une citation qui sonne aujourd'hui comme un énigmatique avertissement. Au moins 93 morts et près de 100 blessés, c'est donc le tout dernier bilan de la double attaque survenue vendredi en Norvège. Le pays est en deuil et l'émotion immense. Image forte de cette journée, la cérémonie qui s'est tenue ce matin en la cathédrale d'Oslo, alors qu'à l'extérieur, vous le voyez, des centaines d'anonymes ont déposé des gerbes de fleurs. On va y revenir très largement dans un instant, mais d'abord, on va s'intéresser à l'auteur présumé de cette tuerie qui, juste avant le massacre, a posté sur Internet un journal et une vidéo. Récit Hakim Abdelkalek. Froid, méthodique, calculateur. Anders Behring Breivik avait soigneusement préparé ses attaques depuis octobre 2009. Dans une vidéo qu'il a postée lui-même sur Internet peu avant l'attentat, il se définit comme un chevalier parti en croisade. Prêt à se battre contre l'islam qu'il présente comme un cheval de Troie qui, selon lui, menacerait l'Europe. Il y fustige également ce qu'il appelle le marxisme culturel et considère que le terrorisme est un moyen d'éveiller les masses. La vidéo est accompagnée d'un manifeste titré « 2083, une déclaration européenne d'indépendance ». 1500 pages qu'il a rédigées pendant 9 ans, où il affiche notamment sa haine de la gauche travailliste, qui pour lui affaiblit l'identité norvégienne. Une sorte de testament politique parfois incohérent. À la page 1436, il écrit « Je serai perçu comme le plus grand monstre nazi jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale. » L'homme arrêté pour le meurtre d'au moins 93 personnes reconnaît les faits, explique son avocat sur la télévision norvégienne. Ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait un changement de la société et de son point de vue, cela doit se passer à travers une révolution. Il pense que ce qu'il a fait n'est pas quelque chose qui devrait être puni. Interrogé par les enquêteurs, il affirme avoir agi de manière isolée. Il dit qu'il était seul, mais la police doit vérifier tout ce qu'il raconte. Certaines déclarations de témoins rendent incertaine la question de savoir s'il y avait un ou plusieurs tireurs. Le tueur présumé, ici en combinaison anti-armes chimiques, comparaîtra demain devant un juge. Il pourrait s'exprimer plus longuement sur les motifs précis de son geste. Bonsoir Philippe Rochaud, on vous retrouve en direct d'Utøya, l'île sur laquelle s'est donc déroulée cette tuerie, non loin d'Oslo. Une certitude ce soir, Philippe, le tueur avait tout planifié depuis longtemps. Oui, c'est vrai, et dans ce mémoire de 1500 pages, il se terminait 3 heures exactement avant l'attentat, où il disait « le terrorisme est utile pour éveiller les masses ». Donc aujourd'hui, les policiers essayent de savoir si oui ou non il y avait des complicités. Donc beaucoup de gens ont été interrogés. La police a même fait une opération dans l'est d'Oslo. Mais pour l'instant, elle se range un peu à l'idée du tueur, puisqu'il a reconnu les faits. Il était seul pour agir, il était seul pour tuer ces 90 personnes dans cette île. Derrière moi, le drame pour toute la Norvège. Oui, la Norvège qui pleure ses morts. En fin de matinée, une cérémonie s'est tenue en la cathédrale d'Oslo en présence du Premier ministre et de la famille royale, alors qu'à l'extérieur, des centaines d'anonymes se sont retrouvés pour se recueillir. Récit en images avec Fanny Stenler. Même le roi et la reine de Norvège n'ont pu retenir leurs larmes. Une cérémonie lourde en émotions, où les souverains et le gouvernement, comme des milliers d'anonymes, ont rendu un vibrant hommage aux victimes de la tuerie. C'est d'une voix étranglée que le Premier ministre a pris la parole.
Chaque mort est une tragédie. Et ensemble, ils représentent une tragédie nationale. Dans l'Assemblée, le chagrin marque les visages. À l'extérieur de la cathédrale, un parterre de fleurs. Depuis hier, des milliers de personnes déposent des bouquets et des bougies pour s'associer au deuil que traversent les familles des victimes. C'est un geste de soutien à ceux qui ont perdu les leurs. On dépose des fleurs et on montre notre respect aux personnes décédées. Dans ce petit pays d'à peine 5 millions d'habitants, nombreux sont ceux qui connaissaient des victimes de la tuerie. Notre amie a disparu, mais on espère tellement la revoir. Ce qui est difficile à vivre, c'est que personne ne sait ce qui lui est arrivé. Un pays en deuil, mais un pays sous surveillance aussi. Depuis 48 heures, les militaires sont déployés dans la ville, une situation que le pays n'a pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et Philippe, c'est vrai que ce soir, 48 heures après la tragédie, l'émotion est toujours immense et les Norvégiens ont encore du mal à comprendre le drame qui vient de se jouer. Oui, c'est vrai, c'est vraiment la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on assiste à un attentat pareil, à une fusillade pareille, à un crime pareil. Et donc les Norvégiens sont encore bouleversés, mais ils font preuve d'une attitude très, très calme. Il n'y a pas, disons, il n'y a pas de manifestation réclamant plus de sécurité ou s'étonnant que les forces de sécurité soient intervenues très tard. Donc les Norvégiens restent vraiment très dignes dans leur deuil aujourd'hui. Et j'ai pu observer cet après-midi, avec les familles d'ailleurs, des gens qui attendent des nouvelles de leurs disparus, que c'était vraiment la dignité qui régnait ici en Norvège. Oui, les recherches se poursuivent toujours pour tenter de retrouver de possibles nouvelles victimes. Un périmètre de sécurité a d'ailleurs été mis en place. La police tente ainsi de reconstituer le parcours du tueur. Sur place, Philippe Rochaud, on va voir votre reportage tourné cet après-midi avec Mathias Barois. L'île d'Utøya est devenue un lieu de pèlerinage pour les familles et les amis des étudiants tombés sous les balles du tueur. Plus de 90 d'entre eux sont morts ici. C'est triste, c'est vraiment triste. Dans les eaux profondes, il resterait 5 disparus. Les secours ont engagé à présent ce petit sous-marin pour rechercher les corps. Il y a aussi incertitude sur le sort de 4 personnes. C'est pas facile pour tout le monde, mais on doit le faire. Pour les mères, les pères, ils veulent savoir et nous le leur devons. Les vacanciers du camping en face de l'île ont été les témoins directs de cette tuerie et souvent ils ont porté secours. J'ai tourné avec mon bateau et j'ai pu sauver 6 personnes. Mon fiancé, lui, en a sauvé 20 ou 30 avec le sien. Le tueur avait fini de tirer, la police s'occupait de lui, mais il restait encore beaucoup de gens à sauver. Ce soir, les vacanciers du camping répondaient aux questions de la police. Les enquêteurs veulent savoir comment chaque victime du tueur est décédée, mais aussi pourquoi les secours ont mis 2 heures pour intervenir. J'étais chez moi et j'écoutais la radio et j'ai entendu qu'il se passait quelque chose. Quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai entendu les fusillades, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. À l'hôtel qui fait face à l'île d'Utøya, les familles des disparus ont attendu des nouvelles toute la journée, dans un calme exemplaire. Leur espoir reste entre les mains des quelques 200 secouristes engagés pour retrouver les disparus. Et c'est donc sur cette petite île, située à une trentaine de kilomètres à peine au nord-ouest d'Oslo, que s'est déroulé un effroyable huis clos de 95 minutes, plus d'1 heure et demie, pendant laquelle l'homme a froidement abattu 85 personnes. Pour mieux comprendre cet interminable calvaire, voici le témoignage de 2 jeunes rescapés, Adrian, 21 ans, et Eric, 18 ans, propos rassemblés par Amira Swellem. Il est entré dans le camp, il nous a demandé de nous regrouper autour de lui et il a commencé à tirer. C'était fou, il nous suivait dans nos tentes et tirait dans les tentes. Je ne me rendais pas compte de ce qui était en train de se passer, jusqu'à ce que je voie une fille en pleurs. Elle venait de le voir abattre une autre personne.
C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas un jeu. C'était bien réel. Des personnes ont commencé à tomber devant moi, à mes pieds. Je me suis alors caché entre les corps. Quand le tireur s'est approché, j'ai fait semblant d'être mort. Il était glaçant. Il avançait et tuait les gens comme si de rien n'était. À un moment, j'ai entendu ses pas tout près de moi. Il était au niveau de mon visage. J'entendais sa respiration. Il était calme, pas du tout pressé. Il tirait lentement. J'ai alors senti une piqûre au niveau de mon épaule. Je pensais qu'une pierre m'avait atteint. En fait, c'était une balle. Il venait de tirer sur moi. J'ai vu un tas de personnes mortes. Le tireur s'approchait de plus en plus de là où j'étais. Alors je me suis jeté à l'eau, j'ai nagé. Tellement nagé que j'ai eu des crampes aux jambes. J'étais sur le point de me noyer quand j'ai été secouru par des riverains. Ce ne sont pas mes blessures qui me font mal aujourd'hui. J'ai vu des amis mourir devant mes yeux, c'est affreux. C'est ça qui est difficile à accepter aujourd'hui. Bonsoir Stéphanie Pérez, on vous retrouve en direct d'Oslo. C'est vrai que ce soir on a du mal à comprendre pourquoi la police a mis si longtemps à intervenir et à arriver sur place. Oui, ce sont clairement les questions que les Norvégiens se posent et posent à leurs autorités. Alors cet après-midi, les responsables de la police ont essayé de répondre pour donner quelques précisions. Une première réponse très simple. Au moment de la fusillade sur l'île d'Utøya, eh bien, toutes les forces de police étaient à Oslo concentrées sur la première attaque. À ce moment-là, elles ne savaient pas exactement ce qu'il se passait. Il était clair que le Premier ministre était visé. La priorité, c'était donc les bâtiments du Premier ministre. Ensuite, quand ils ont pris conscience de l'ampleur de la crise sur l'île d'Utøya, eh bien, il a fallu du temps pour rassembler les unités d'élite. Et ça aussi, ça demande un certain temps. Surtout qu'à ce moment-là, il était encore difficile d'évaluer la gravité de la situation. L'autre difficulté, c'est que cette île, on l'a dit, est à une quarantaine de kilomètres d'Oslo. Il a donc fallu se rendre sur place. C'est une île, il a fallu trouver les bateaux. Il s'est passé quelque chose de très très bête. Le premier bateau qu'ont utilisé les secours, eh bien, il a failli couler parce qu'il y avait trop d'hommes à bord et trop de matériel. Tout cela explique pourquoi le tueur a pu agir seul pendant près d'1 heure et demie. La nouvelle fait sensation en Norvège. Behring Breivik, l'auteur des attaques terroristes qui ont fait 77 morts l'été dernier, est donc déclaré pénalement irresponsable. Il devrait ainsi échapper à la prison. L'avis a été rendu par les médecins experts et repris par le parquet. Philippe Rochaud. Cet homme au pull rouge a tué 77 personnes. Il a même reconnu les faits et pourtant il n'ira pas en prison. Andrej Breivik, l'auteur de l'attentat d'Oslo et de la fusillade de l'île d'Utøya, a été reconnu comme non responsable de ces actes. Il devrait être interné en hôpital psychiatrique. Les experts ont conclu que Breivik avait développé pendant longtemps des troubles mentaux, de la paranoïa, qui l'ont changé et ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. 5 mois après, la Norvège n'a pas oublié la voiture piégée conduite par ce militant d'extrême droite en plein cœur d'Oslo, l'explosion qui frappe les bureaux du Premier ministre fait déjà 8 morts, et puis l'autre cauchemar sur l'île d'Utøya, en plein rassemblement de la jeunesse travailliste. Breivik abat froidement 69 personnes pour manifester sa haine de la politique d'immigration conduite par les travaillistes. Pour les survivants qui se trouvaient sur l'île, la seule pensée que Breivik n'ira pas en prison est insupportable. Pendant tout le temps de la fusillade, j'étais certaine que ce n'était pas un malade mental, que c'était son image de la société qui était complètement fausse, mais qu'il était sain d'esprit. Les tribunaux peuvent encore mettre en doute les rapports des 2 psychiatres, mais la Norvège se prépare à voir le meurtrier de 77 personnes échapper à la prison. C'est d'abord donc ce rebondissement à quelques jours du procès du tueur de masse Anders Breivik en Norvège. Après une première expertise qui le déclarait irresponsable, un nouveau collège de psychiatres a rendu des conclusions inverses. Il est reconnu sain d'esprit et donc pénalement responsable. Loïc Delamornay. Lorsqu'Anders Breivik esquisse un salut d'extrême droite, menotte au poignet en rentrant en salle d'audience, est-ce le geste d'un fou ou d'un provocateur ? Depuis le drame et cette première audience en février dernier, le tueur norvégien a intrigué les psychiatres. L'homme qui avait posé des bombes à Oslo, abattu méthodiquement des adolescents en congrès sur l'île d'Utøya et fait 77 morts, avait d'abord été déclaré irresponsable en novembre dernier aux grandes dames de l'opinion d'un pays traumatisé. Un second collège d'experts vient de rendre un avis totalement différent.
Nous avons conclu que le prévenu n'était pas atteint de troubles psychiques au moment des faits. Nous n'irons pas plus loin, car le reste du rapport est secret. Pénalement responsable, une conclusion des psychiatres qui en tout cas ravit le détenu Breivik, qui se définit comme un militant contre l'islamisation et a appris cette nouvelle avec satisfaction, selon son avocat. Il est d'accord avec les psychiatres sur le fait qu'il est complètement sain d'esprit. Il veut profondément s'expliquer sur ses actes. Mais je tiens à préciser que ce sera vraiment dur d'entendre ses justifications. Il ne fera pas que s'expliquer. Il dira aussi qu'il ne regrette qu'une chose, ne pas avoir tué plus de personnes. Quoi qu'il arrive, le procès d'Anders Breivik, filmé ici lors d'une reconstitution, s'ouvrira lundi prochain à Oslo. Mais c'est en juillet, au moment de prononcer la peine, que le tribunal tranchera définitivement sur sa responsabilité pénale ou non. Qu'il aille en prison ou en hôpital psychiatrique, il encourt l'enfermement à vie. Oui, un procès qui devrait donc durer 2 mois et demi. L'arrogance et le narcissisme de l'homme qui a terrifié la Norvège. C'est une journée éprouvante qu'ont vécu les survivants ou les familles des victimes au premier jour du procès d'Anders Breivik. Comme beaucoup le redoutaient, il a multiplié les provocations et laissé échapper aussi quelques larmes. Sur place, Stéphanie Pérez, Chloé Cormery. Un petit sourire, puis une provocation. Un salut d'extrême droite. Dès son entrée dans la salle d'audience, le message d'Anders Breivik est clair. Il compte faire de ce procès une tribune pour ses idées. Dans son costume cravate, il semble très calme et c'est fermement qu'il commence par contester l'autorité du tribunal. Je ne reconnais pas la légitimité de ce tribunal. Son mandat est issu d'un parti politique qui adhère au multiculturalisme. Pendant 1 heure, la procureure égrène le nom des victimes, tout ou presque tuées d'une balle dans la tête. Silence pesant parmi les proches des victimes présents dans la salle. Breivik lui reste impassible, comme indifférent, avant une nouvelle provocation. Je reconnais les faits, mais je plaide non coupable, car j'ai agi en légitime défense. La séance est suspendue. Nouvel acte de défiance. Breivik refuse de se lever, comme c'est l'usage quand la cour quitte la salle. Breivik, fidèle à lui-même, froid et déterminé, jusqu'à la diffusion de son manifeste de propagande contre le multiculturalisme. Contre toute attente, il fond en larmes. Lui qui se moque du sort de ses victimes, craque quand il se retrouve au centre des débats. Ce qui laisse certains des rescapés du Toya dubitatifs. C'est la première fois qu'il manifeste des émotions. Est-ce parce qu'il est fier de lui ou parce qu'il a l'impression qu'il a perdu la bataille? Je ne sais pas. Pour la justice norvégienne, ce procès est un défi. Même si l'accusé est hors norme, magistrats et psychiatres lui ont serré la main comme c'est la coutume. Pas de justice d'exception, c'est une question de principe. Bonsoir Stéphanie, on vous retrouve en direct sur place. Quels sont finalement les enseignements de cette journée ? Bien, écoutez, je peux vous parler du malaise qui a saisi la salle d'audience aujourd'hui, parce que les familles des victimes et les journalistes, nous sommes assis à 2-3 mètres seulement d'Anders Breivik, et on peut le voir de temps en temps se retourner, jeter un petit coup d'œil dans la salle pour vérifier qu'il est bien au centre de l'attention. C'est assez troublant. Troublant aussi cette indifférence permanente au sort des victimes. Cet après-midi, la Cour a diffusé un appel téléphonique d'une jeune fille coincée sur l'île du Toya. Elle appelle la police. Elle est paniquée, elle est terrifiée. On la sent à bout de souffle. On entend les dizaines de tirs derrière elle. La salle est saisie d'effroi. Mais lui est resté impassible, glacial. C'est confirmé. Pendant ces 10 semaines de procès, pour les familles, ça va être une épreuve vraiment, vraiment bouleversante. Merci Stéphanie. Vous l'avez dit, rappelons que ce procès sera long. Le verdict sera rendu au mois de juillet prochain. Dans l'actualité également, la condamnation d'Anders Breivik, l'auteur de la tuerie du Toya. Il a été condamné à 21 ans de prison, la peine maximale prévue par la justice. Sur place en Norvège, le soulagement est immense. Bernard Lebrun, Pascal Stelletta. L'heure de la sentence a sonné. Mais rien ne semble impressionner ou pouvoir effacer le rictus permanent de cet assassin de 33 ans. Qui l'été dernier, sur l'île du Toya, vola la vie à 77 personnes, dont nombre d'étudiants à coups de fusil et le plus souvent à bout portant.
Provocateur jusqu'au bout et manifestant son engagement de militant d'extrême droite, Anders Behring Breivik a finalement été jugé sain d'esprit par les experts psychiatriques et la présidente de prononcer le verdict. Voici les conclusions du jugement rendu à l'unanimité. Anders Behring Breivik, né le 13 février 1979, est reconnu coupable d'avoir enfreint les lois et condamné à 21 ans de prison avec un minimum de 10 ans ferme. Et Breivik d'afficher un large sourire tant il est satisfait de ce jugement qui le condamne à la prison plutôt qu'à l'hôpital psychiatrique. Ainsi pense-t-il pouvoir faire des émules de sa cellule. Ce verdict, qui apparaîtrait incroyablement clément ailleurs, satisfait pleinement en Norvège, y compris les familles des victimes. Je trouve que le jugement a été bon. C'est la peine maximale que l'on puisse donner en Norvège, donc je suis satisfaite. J'espère que Breivik restera enfermé, entre 4 murs et jusqu'à sa mort. Car en Norvège, la justice peut rallonger la peine prononcée par le tribunal tant que l'individu est jugé dangereux. Dans l'immédiat, Breivik sera détenu à l'isolement total. Bonsoir Fanny Stenler, on vous retrouve en direct d'Oslo. Comment ce procès a-t-il été vécu sur place par les Norvégiens ? Eh bien écoutez, pour une grande majorité d'entre eux, ils ont trouvé que le procès était exemplaire. Les habitants que nous avons rencontrés tout à l'heure à Oslo nous disaient que Breivik avait été jugé avec dignité, qu'il avait bénéficié de tous les droits d'un accusé normal. Et pour eux, eh bien, c'était là l'essentiel, qu'ils étaient très fiers de leur système judiciaire. Alors malgré tout, une partie de l'opinion publique estime que les juges ont été un peu trop complaisants vis-à-vis de lui, notamment en le laissant faire à maintes reprises son salut nazi, en lui donnant beaucoup la parole, en lui serrant même la main en début d'audience. C'est trop et ça nous a choqués. C'est ce que me disait tout à l'heure une jeune femme qui a perdu un ami sur l'île d'Utoya. Alors c'est un sentiment donc qui est partagé. Malgré tout, les Norvégiens estiment que le fait de faire le salut nazi, c'est à traiter avec mépris. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Tous, en revanche, sont d'accord sur un point. Le pays ne veut plus entendre parler de Breivik et espère que les médias arrêteront de parler de lui puisque c'est tout ce qu'il attend.